Et de plus en plus d'études scientifiques le montrent, nos habitudes de vie sédentaires ont des conséquences néfastes pour notre santé et même pour notre espérance de vie. Les progrès du monde moderne ont certes facilité notre existence quotidienne, mais en contrepartie, nos corps d'anciens chasseurs-cueilleurs ont perdu l'habitude de se mouvoir. Le manque d'exercice physique va aujourd'hui de pair avec le développement de nombreuses pathologies. Pour comprendre pourquoi notre organisme a besoin de bouger et quels sont les bienfaits qui en découlent, pour en parler, je suis avec le cardiologue François Carré et le professeur de physiologie Jean-François Toussaint. Bonjour à tous les deux. Être sédentaire, comment ça se calcule, comment ça s'estime exactement? Sur le plan scientifique, les médecins différencient deux parties. Il y a une partie inactivité physique, c'est-à-dire ne pas bouger, et la partie sédentarité. Très rapidement, ça vient de sédere, le verbe latin, c'est être assis. Donc on considère qu'il faut faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour, ça c'est pour l'inactivité, et diminuer autant que faire se peut les temps de position assise prolongée. L'idéal, c'est d'essayer d'arriver à se lever à peu près toutes les 2 heures pour aller chercher un livre quelque part, etc. C'est-à-dire simplement bouger 1 ou 2 minutes pour ne pas rester assis trop longtemps. Je prends toujours cet exemple très rapidement. Je suis dans un avion, j'ai un moyen courrier, 8 heures d'avion. Ça me semble normal de me lever dans le couloir pour marcher parce que l'écran me le marque. Et bien quand je reste assis 4 heures devant mon écran, je prends le même risque au niveau circulation. Donc il faut se lever. Tout le monde le sait, on reste en moyenne en France 3h50 par jour devant sa télévision. Donc déjà, vous rajoutez à ça le temps que vous passez au bureau. Vous êtes 9 heures par jour assis en moyenne. Moins d'1 heure par jour à bouger. C'est donc très important. Depuis 2008, la sédentarité tue plus que le tabac dans le monde quand même. Et ça, on l'ignore beaucoup. Il n'y a pas encore de prise de conscience réellement. Non, je ne pense pas. La sédentarité favorise l'obésité. On ne pense toujours qu'on est obèse que parce qu'on mange trop. On est aussi souvent obèse parce qu'on ne bouge pas assez en fait. C'est les apports, les dépenses. Il faut se rappeler que la sédentarité favorise le cancer du sein, les fractures de hanches chez les hommes, l'ostéoporose avec toutes les fractures, bien sûr les maladies cardiovasculaires, infarctus du myocarde. Je ne parle pas aussi de la dégénérescence cérébrale. Donc c'est bien la sédentarité qui tue plus que le tabac, la sédentarité dans son ensemble. Il n'y a pas que l'obésité qui tue. La sédentarité coûte très cher parce qu'il y a bien sûr tous les méfaits sur la santé qui vont être des fois brutaux, mais des fois c'est une lente dégradation de l'état de santé avec une consultation beaucoup plus importante. Donc ça coûte très très cher. L'arrêt de travail aussi, les arrêts de travail. C'est une question pour l'instant que les sociétés modernes ont du mal à entendre. C'est encore très compliqué de recevoir les messages qui sont envoyés. Oui, parce que c'est insidieusement quelque chose qui s'est mis en place depuis 10 générations, donc depuis 200 ans à peu près, où on a vu se réduire très lentement, très progressivement le taux d'engagement quotidien et individuel. Ça correspond à l'ère industrielle au fond. Ça correspond très précisément à l'ère industrielle, à l'utilisation de l'énergie par le biais des motorisations. Et cet aspect-là fait qu'on a vu se développer après les emplois du secondaire des emplois tertiaires qui sont maintenant la très grande majorité des emplois dans les pays développés et qui sont des emplois totalement sédentarisants. Donc nous sommes faits pour bouger. On est fait pour bouger et d'autant plus effectivement qu'on a des gènes d'épargne qui nous viennent de ces grandes situations dans lesquelles on était parfois en condition de famine et sur lesquelles on avait tendance à accumuler très rapidement dès qu'une partie d'énergie, de nourriture nous était accessible. Le fait qu'on ait maintenant une nourriture totalement abondante dans les pays développés, on voit bien que cette partie-là a contribué finalement à ce déséquilibre de la balance entre les entrées et les sorties, entre l'apport et les dépenses. Et il faut donc qu'à ce niveau-là, on restitue la capacité de dépense énergétique, de dépense physique pour pouvoir se remettre à peu près à niveau. Alors François Carré, on s'éloigne de plus en plus de notre ancêtre Homo sapiens chasseur-cueilleur qui lui justement avait la possibilité de parcourir par jour en moyenne. Voilà, c'est ça, des kilomètres entiers pour aller se nourrir évidemment. Donc ce qui fait que dans nos gènes, on a cette inscription-là, le fait de se mouvoir et de pouvoir marcher très longtemps. Exactement, on a oublié qu'en fait, depuis des millions d'années, notre génome a très peu changé. Et on est fait pour bouger. Et il faut bien comprendre que moins l'on bouge, plus notre organisme s'encrasse. C'est exactement comme la maison que j'entretiens pas, comme ma voiture. Et mes cellules vont s'encrasser, vont fixer des éléments qui vont les altérer leur fonctionnement. Et ça va retentir. Et alors, ce qui va se passer, c'est que moins j'utilise un organe, plus cet organe va s'abîmer. On reprend les Américains, ils ont toujours des phrases choc, c'est use it or lose it. Utilisez-le ou perdez-le. Alors que pendant longtemps, même nous médecins, on disait aux gens, bougez pas trop, vous épargnez votre cœur. C'est une erreur grossière. Moins on utilise un organe, moins bien il marche. Ce qui brouille les messages, je dirais, c'est le fait qu'on vive de plus en plus vieux. C'est ce qui nous est souvent rapporté même par des collègues. Alors que c'est faux. Ceux qui vivent vieux, c'est pas nous. Ce sont nos parents et nos grands-parents. Mais eux n'avaient pas la même vie que nous avons.
Et actuellement, aux États-Unis, l'espérance de vie baisse. Donc, ce qui prouve bien que c'est une erreur. Alors, on s'intéresse à l'espérance de vie aussi en bonne santé Oui, aujourd'hui, parce qu'on peut vivre très longtemps dans des conditions qui n'a pas beaucoup changé, parfois très difficiles. Globalement, qu'on est à 64, 66 ans à peu près d'espérance de vie en bonne santé, selon qu'on est un homme ou une femme. Et c'est vrai que c'est ce qui brouille un petit peu le message et que les gens ont du mal à entendre, puisqu'ils se disent pourquoi on nous dit que ça va pas, puisqu'on vit de plus en plus vieux. Ouais, Jean-François Toussaint, cette sédentarité nous fait perdre aujourd'hui des années d'espérance de vie? Oui, et ça a été montré depuis 15 ans, annoncé à la fois par la vague d'obésité et de sédentarité, telles qu'elles étaient parfaitement analysées dans les années 90. Cette prédiction sur la réduction du taux de progression de l'espérance de vie se voit maintenant parfaitement mesurée, en particulier chez les femmes euro-américaines, les femmes blanches, entre guillemets. Ce sont celles qui ont vu réduire de 3 mois cette espérance de vie l'année dernière. En France également, on a eu 2 mois de recul de l'espérance de vie chez les femmes. Pour la première fois, elle s'est accompagnée d'une stagnation de l'espérance de vie chez les hommes français. Alors, est-ce que c'est juste une pause ou est-ce que c'est le début de cette diminution? Enfin, on n'est plus du tout maintenant sur ce qu'on pensait être, ce gain de 3 mois par an. Non. Et c'est en partie lié à l'ensemble de ces comportements qu'il faut retrouver autour de la prévention. Pourquoi l'espérance de vie des sportifs de haut niveau est nettement moins élevée que celle de la population? Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. Sur le sport, tout d'abord, c'est une erreur. Sur le premier aspect qui a été celui des athlètes olympiques de l'ensemble des équipes de France sur l'ensemble du XXe siècle, et même chez les cyclistes de Tour de France sur lesquels on avait une grande inquiétude, eh bien on se rend compte que c'est l'inverse. Leur longévité, leur durée de vie est supérieure à celle de la moyenne de la population française de 6 ans. Donc en fait, on voit que les sportifs de haut niveau sont en fait des gens qui vont vivre plus longtemps. Et la nuance entre le sport et l'activité physique? Alors initialement, effectivement, on avait cette idée que les deux devaient être distingués. Et en fait, on se rend compte maintenant que les deux sont deux aspects d'un même spectre de dépenses énergétiques. Et donc, il n'y a pas, si ce n'est par la composante ludique, au contraire, par la composante sociale. Un sport comme le rugby a une fonction très importante dans la partie sociale de cohésion qu'il peut y avoir parmi les joueurs et ce que l'on retrouve aussi dans l'ensemble des sports collectifs. Sur tous ces aspects-là, il y a des bénéfices qui vont venir par le biais de la condition et par la durée autant que par l'intensité. Et chacun se mesure avec une réduction des risques, tant sur le cancer, les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives et même sur la santé mentale. Donc on a là-dessus à chaque fois des bénéfices extrêmement importants. Est-ce qu'on a aujourd'hui décrypté les mécanismes selon lesquels l'activité physique agit sur nos neurones? Oui, on en a plusieurs. À la fois, ça joue sur le nombre et la qualité des neurones, ça joue sur leur connexion aussi, les synapses. La synaptogénèse est extrêmement bien développée avec l'exercice. Et puis, il y a un certain nombre de neuromédiateurs, de neurotransmetteurs, de molécules chimiques qui sont sécrétées par les neurones, donc qui vont aider au maintien de ces qualités, le BDNF notamment, qui va montrer cette augmentation avec la pratique et de façon quasiment linéairement corrélée avec la quantité d'activité pratiquée. Et on voit par là que on a, par ce biais qui complète, comme je le disais, la vascularisation qui complète l'oxygénation, on a par ce biais là encore des auto-entretiens de l'organisme par ses propres sécrétions, sans compter bien entendu toutes les endorphines et la qualité que l'on va recevoir de cette sécrétion de notre morphine naturelle qui va être extrêmement importante au fur et à mesure que cette activité augmente. Donc tout ça participe au renforcement de la mémoire ? Oui, tout ça participe. Certains neurophysiologistes disent que la nourriture du cerveau, c'est l'activité physique. Donc ça correspond tout à fait. On va augmenter les connexions. Et aujourd'hui, pour la prévention des maladies de dégénérescence, de démence, etc., et en particulier l'Alzheimer, ce qu'on recommande bien sûr, c'est de faire travailler sa mémoire, mais aussi de faire de l'activité physique. Et on a des effets bénéfiques majeurs dans les maisons de retraite avec cette activité physique. Alors ce que vous nous dites aussi, c'est que le sport, on peut le commencer quasiment à n'importe quel âge, même si on n'a pas eu forcément une activité sportive pendant sa vie active, même si à l'âge mûr, on a envie de commencer, il ne faut pas se priver. Oui, je dirais, je commencerai d'abord, l'activité physique, tout le monde peut en faire, c'est ce qu'a dit Jean-François, il n'y a pas de pathologie aujourd'hui qui contre-indique toute activité physique, je n'en connais pas, sauf en phase aiguë, bien sûr, si on vient de se casser la jambe, on va peut-être pas tout de suite se mettre à marcher. Mais à tout âge, on peut faire. Et à tout âge, c'est bénéfique. Et je dirais même que c'est presque plus bénéfique quand on avance dans l'âge. Entendons-nous bien, le fait de faire une activité physique ou une activité sportive quand on est âgé ne va pas empêcher de vieillir. Ça va ralentir les effets du vieillissement contre lesquels on ne peut rien faire. C'est la physiologie. En vieillissant, on perd de ses capacités. Je les perds moins si j'ai une activité physique régulière que si je reste assis dans mon fauteuil à ne rien faire. Donc pas de danger, pas de contre-indication, Jean-François Toussaint, pour une personne âgée qui désirerait justement s'engager dans la voie d'une activité particulière? On vérifiera bien entendu que les contre-indications seront inspectées sur en particulier les problèmes cardiovasculaires éventuels pour quelqu'un qui n'en a jamais fait de sa vie. Quelqu'un qui en a fait pendant un certain temps ou par intermittence, on va vérifier là encore qu'il n'y ait pas de risque
d'infarctus, de facteurs de risque d'hypertension, de diabète, etc., qui seraient les points principaux. Mais à chaque âge, on le voit effectivement, des gains sont attendus tant sur la qualité de vie au quotidien que sur, à la fin, les bénéfices accumulés de cette qualité de vie qui se traduit en durée de vie. Et une très belle étude a été publiée l'année dernière sur une équipe danoise qui a suivi pendant plus de 15 ans des septuagénaires, donc étaient rentrés entre 70 et 75 ans, et l'écart à la fin de l'étude entre ceux qui avaient pris un programme d'activité physique et ceux qui étaient restés sur, on va dire, une qualité de vie classique était de 2 années. Donc on voit là encore que comme pour les grandes études à l'âge adulte entre 30 et 50 ans, on a encore des gains majeurs, y compris aux âges les plus avancés. Les grandes remises en mouvement, les grandes fonctions vont passer tant par le biais vasculaire, donc une meilleure vascularisation des organes, une meilleure oxygénation de l'ensemble des organes, que par les voies spécifiques de l'utilisation énergétique, et qu'elles sont bonnes quasiment pour tous les organes, y compris ceux sur lesquels on avait le plus d'inquiétude du côté de la rhumatologie, en disant mais non, des maladies inflammatoires, des maladies actives, certes pendant la phase active, il ne faut pas les utiliser, mais juste derrière, au contraire, le fait de se remettre en mouvement au lieu de rester au repos comme on l'indiquait il y a encore 20 ans, va au contraire faciliter la récupération. En particulier sur les jeunes générations, il y a vraiment tout un travail là aussi à mener. Oui, je crois qu'il y a un travail essentiel puisque les jeunes générations, on doit les éduquer. Je prends toujours cet exemple qui me frappe beaucoup, du papa ou de la maman en laissant sa voiture en double fil pour le déposer à la crèche ou à l'école. Si cet enfant, sa norme, c'est de descendre de la voiture, d'être porté, posé à l'école, comment peut-on espérer que de lui-même il marche? Et aujourd'hui, on voit bien les adolescents. Dans le monde entier, la capacité physique des adolescents a nettement diminué. Les Français sont pas les plus mauvais. On voit exactement ce qui était prédit quand on voit la diminution de l'activité physique. Et chez l'enfant, et ce dont les parents doivent bien prendre conscience, c'est qu'un enfant, il fait son capital santé d'adulte. Donc si déjà, enfant, il a perdu 30% de ses capacités comparées aux enfants d'il y a quelques années, ça va poser un grand problème quand ils seront adultes. Rien que de penser, je le vois avec les adolescents que je côtoie, 5 km représente quelque chose d'exceptionnel, alors que 5 km c'est rien, c'est à peu près, on va dire, 5000 à 6000 pas dans la journée, donc c'est quand même pas quelque chose d'exceptionnel. Et l'enfant qui bouge pas, l'adolescent qui bouge pas, dès qu'on va lui demander de bouger, pour lui c'est pas normal. Est-ce que les adolescents aujourd'hui bougent moins que leurs parents, vraiment? Oui, alors qu'à l'école, il y a du sport, il y a quand même quelques activités physiques. Le sport est nettement moins utilisé, et puis surtout l'activité au quotidien, dans les marches, dans les déplacements sont bien moindres. On a tous en tête nos grands-parents qui n'hésitaient pas pour certains à faire 5-6 kilomètres, ne serait-ce que pour aller à l'école dans les campagnes françaises dans la première moitié du XXe siècle. On a mesuré précisément, et la diminution est d'un tiers, c'est-à-dire que lorsque, dans les années 60-70, les enfants de collège pouvaient courir le 800 mètres en 3 minutes, ce qui est déjà un bon temps, actuellement ils le font en 4 minutes. Ça veut dire que leur vitesse maximale, leur capacité, l'ensemble de ces points-là a diminué d'un tiers. Donc il y a vraiment un point qui est majeur. Temps, c'est beaucoup, et non seulement sur un on le temps voit, très court. Oui, c'est juste une génération, on le voit aussi dans le milieu professionnel. Les jeunes générations actuellement n'arrivent plus à tenir un certain nombre simplement de positions, de gestes, qui étaient la norme usuelle de la génération d'avant, de leurs parents. Et donc il y a toute une partie sur laquelle on voit bien que c'est en train de diminuer considérablement. Vous citez souvent le vélo comme sport de référence, pour quelle raison? Comme pour la marche, d'abord c'est les 2 premières activités les plus pratiquées en France, marche, randonnée et vélo, cyclisme, je dirais du quotidien pour se déplacer en ville, ou cyclisme de randonnée en dehors même de l'aspect compétitif, parce que ce sont 2 fonctions extrêmement simples, pratiques, qu'on en a appris très jeune, comme la natation qui est le 3e. Et on voit que là, par le biais des déplacements, on va avoir là encore des occasions extrêmement fréquentes, extrêmement faciles de pouvoir trouver ces moyens de la dépense énergétique, et y compris si son lieu de travail est à moins de 10 km. 10 km, ça se fait en 40-45 minutes. Et globalement, c'est le temps qu'on met dans un déplacement moyen en Île-de-France. Alors la particularité du vélo, comme aussi la marche, c'est que ça met quand même en jeu des masses musculaires importantes. Donc déjà, c'est un peu plus intéressant au niveau des modifications au niveau des vaisseaux dont a parlé Jean-François tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont quand même les activités physiques que l'on connaît le plus et qui sont le plus rentables. Alors si on peut faire du ski de fond, la randonnée en montagne aussi sont des choses qui sont très bénéfiques parce qu'on met en jeu des masses musculaires très importantes et variées, donc on va faire travailler beaucoup de muscles. Caroline sur l'Attaque FI nous dit ceci: mon mari travaille dans un restaurant debout 10 heures par jour, est-il sédentaire? Si, de par sa profession, ce monsieur est 10 heures par jour debout, mais que quand il a fini son métier, il reste assis en permanence, il va perdre
perdre les effets le bénéfice. Donc il faudrait que dans la semaine, il trouve le temps de mettre 1 ou 2 ou 3 sorties d'activité physique. Il faut qu'il aille marcher s'il a envie de marcher. Il va faire du vélo, il va se promener, il va faire quelque chose, tout simplement. Ce sera mieux. Mais chaque instant compte, chaque seconde peut être utilisée, chaque occasion, celle d'un escalier finalement qui se grimpe en 20 secondes, celle d'une marche de 3 minutes plutôt que de prendre son véhicule motorisé. Tous ces points-là sont des moments sur lesquels on doit pouvoir trouver chaque jour une possibilité de le faire.